Donc j'appelle Jacques Caton qui va nous parler du point de vue d'un utilisateur. C'est le premier topo d'un des trois utilisateurs. D'abord, merci d'avoir organisé cette séance qui est tout à fait intéressante. Je pense que ça n'est pas la dernière que nous aurons à différents niveaux. Alors, le point de vue de l'utilisateur, ce point de vue de l'utilisateur, il faut... c'est bien celle-ci, là, non? Pardon, je l'ai mis à l'envers. Désolé. Il faut regarder ça sur le plan un peu temporel, c'est-à-dire, c'est en gros pour l'utilisateur, c'est le dispositif. Moi, je me suis centré sur le dispositif médico-implantable, on est chirurgien, hein. Donc sur les classes 2B et classe 3, hein, en gros, en sachant que le matériel ancillaire pose un peu de problème. Alors, il y a le problème avant l'implantation, ensuite pendant l'implantation et après l'implantation, et on va essayer de voir un petit peu les différents problèmes que l'on peut rencontrer. Alors, avant l'implantation, c'est d'abord le problème de la pertinence du choix de l'implant. Et ce que j'ai appelé la juste prescription, ce qui est un terme que l'assurance maladie aime beaucoup, pour une implantation pertinente qui, elle, est un terme que le ministère de la Santé aime beaucoup aussi. Alors l'information du praticien et la formation qui a été soulevée par Xavier Martin, c'est le problème aussi du financement des congrès aujourd'hui. Et c'est un véritable problème parce que il y a des lois, notamment la première c'était la loi anti-cadeau de Kouchner en 2002, il y a eu le Sunshine Act de Xavier Bertrand, il n'y a plus de participation directe aujourd'hui, il a fallu faire des montages un peu bizarroïdes pour pouvoir financer les congrès. De plus en plus on a des difficultés pour financer un certain nombre de congrès et je suis désolé mais sans l'industrie, ça ne marche pas, parce que ce n'est pas les CHU, ce n'est pas les hôpitaux qui financent, il n'y a aucun financement là-dessus. Il y a encore eu, il n'y a pas longtemps, un article dans Le Monde sur le problème de la littérature. On voit très bien que quand le CHU à Paris donne 5 000 € pour la formation, ça ne peut pas aller, quoi. C'est pas avec ça qu'on va former les chirurgiens. Donc il y a un vrai problème là-dessus, sur le problème du financement, de l'organisation. Ensuite, est-ce que la liberté du choix de l'implant est réelle? Parce que moi, j'ai toujours pensé que notre liberté de prescription est menacée. Elle est menacée à différents niveaux. D'abord parce que de plus en plus, il y a des centrales d'achat, ce qui n'existait pas autrefois. Chaque chirurgien choisissait son implant dans son hôpital, dans sa clinique. Bon, il y a le problème des marges arrière aujourd'hui, ce qui n'est pas un problème pour les directeurs de clinique ou les directeurs d'hôpitaux. Il y a l'intéressement des établissements, puisque vous savez très bien que c'est une différence de prix en revers 50% du tarif. Et puis, il y a le problème de la tarification à l'activité. Moi, lorsque j'étais président du syndicat des orthopédistes, au moment de la nouvelle nomenclature et de la mise en place de la T2A et des groupes homogènes de séjour, des GHS. Donc, je me suis beaucoup battu parce qu'on savait très bien que ça ne pourrait pas aller pour qu'on ait une liste en sus, notamment en ce qui concerne les prothèses, parce que sans ça, c'était la mort et on n'avait plus aucune liberté de prescription ni de choix des implants. Alors, il devait y avoir une convergence entre le public et le privé. Théoriquement, cette convergence devrait déjà exister. Or, elle n'existe pas. Et si elle existe, s'il y a une seule liste, il y a un problème de danger de l'inclusion de ces dispositifs. Il n'y a plus de liste en sus et de leur intégration dans les GHS. On commencera par les hôpitaux qui auront moins de liberté que les établissements privés. Donc, il y a là-dedans un certain nombre de problèmes. Alors, il y a aussi, avant l'implantation, c'est la relation des établissements avec les fabricants, le problème des dépôts, le problème des livraisons, la commission du médicament avec les pharmaciens à l'intérieur des établissements, et puis le problème du matériel ancillaire. Alors, en France, on dit les prothèses sont beaucoup plus chères qu'en Allemagne. Il faut savoir qu'en France, le matériel ancillaire est fourni gratuitement jusqu'à présent, ça ne va pas durer longtemps à mon avis, par les fabricants, alors qu'en Allemagne, on fait payer le matériel ancillaire en plus. Bon, il est évident que le problème... Et poser une prothèse sans matériel ancillaire, ça peut être un peu compliqué.
Alors, pendant l'implantation, c'est le problème du circuit du DMI, d'abord avant le bloc opératoire, puis ensuite, ce qu'on appelle maintenant le secteur interventionnel. Donc, c'est le circuit du dispositif. Théoriquement, il doit être disponible au moins 48 heures avant l'intervention dans l'établissement. Faut-il encore s'en assurer? Il y a des problèmes de stockage, de vieillissement des implants sur les étagères, par exemple l'oxydation du polyéthylène en fonction de la température et de la lumière, le problème de la stérilisation des implants, et puis le problème du matériel à usage unique qui va progresser de plus en plus et qui permet de faire un certain nombre d'économies dans les établissements, qui va réduire le volume des boîtes, mais qui va augmenter le volume de matériel aussi dans les établissements. Pendant l'implantation, donc dans le secteur interventionnel, il est évident qu'il faut d'abord régler le problème par le briefing matinal pour être sûr que le chirurgien a son dispositif pour opérer. Et puis il y a la checklist avec le time-out qui est absolument fondamental. Je ne vous rappelle pas ce que c'est que le time-out, mais je ne suis pas certain que la checklist aujourd'hui est appliquée correctement dans les établissements. S'il y a 50% des établissements qui font correctement la checklist, je pense que c'est déjà bien. Ensuite, il peut y avoir de nouveaux métiers aussi aujourd'hui parce qu'il y a quand même une certaine complexité dans les matériels qu'on utilise, dans les implants qu'on utilise. Et je pense qu'il y a une place aujourd'hui pour des techniciens de bloc opératoire qui se situent entre l'instrumentiste et ils ne sont pas au niveau du champ opératoire, ils ne sont pas du tout à côté du chirurgien, ils sont à côté de l'instrumentiste, et puis notamment pour régler des problèmes de robots, parce que ça devient de plus en plus compliqué, la chirurgie assistée par ordinateur, etc. Et je pense qu'il y a une place pour ça, et moi je plaide, et j'ai déjà rencontré un certain nombre de parlementaires là-dessus, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse créer un nouveau métier de technicien de bloc opératoire pour donner un statut juridique à ces gens qui aujourd'hui viennent à l'hôpital de façon totalement irrégulière, et ça va retomber sur le nez des praticiens et sur le nez des patients s'il y a un problème d'infection. Et puis il y a le problème des incidents opératoires. Alors c'est vrai qu'il y a eu un grand progrès depuis plus d'une dizaine d'années. On a eu une séance ici avec les organismes agréés de gestion des risques, notamment en chirurgie. Et moi je vois en orthopédie, on a travaillé sur le problème des boîtes mouillées, sur la chute des implants, sur les procédures de récupération. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a le greffon qui tombe par terre ou la pièce opératoire qui tombe par terre. Puis on accèle là, notamment avec les PSA et aujourd'hui avec les blocs de coupe qui sont prédéterminés. Et puis il y a le problème des événements indésirables associés aux soins, le problème de la déclaration. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 10 ans après, on peut s'apercevoir que les chirurgiens sont vraiment dans une culture de la déclaration. Je crois que maintenant c'est rentré dans les mœurs. Alors après l'implantation, c'est la surveillance du dispositif en post-opératoire. D'abord le compte-rendu opératoire, parce que moi j'ai connu le compte-rendu d'opératoire de la prothèse, voie habituelle, prothèse habituelle, point barre, agrafe sur la peau, encore on n'était même pas sûr. Donc après, lorsque vous reprenez le malade 10-15 ans après, je ne sais pas comment vous allez faire avec ce type de compte-rendu. Donc nous, lorsqu'on a créé, moi j'ai été l'initiateur d'Orthorisque, donc la première chose que j'ai demandé quand on a fait Orthorisque, c'est d'avoir un compte-rendu opératoire ultra détaillé avec toutes les informations pour une reprise ultérieure de prothèse, le nom du fabricant, les matériaux utilisés, la taille de la prothèse, le type de la prothèse, enfin bon, tout ce qu'on peut imaginer. Bon. Ensuite, il y a le problème de l'information et de la formation, j'y reviens, parce qu'il y a aussi de l'information et de la formation à faire après la pose du dispositif. D'abord, il y a le problème de l'information du patient, déjà expliquer au patient qu'est-ce qu'il a comme dispositif, quelle est la surveillance qu'il faudra qu'il fasse, etc. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde l'enquête des implants de faille, on a vu qu'il y avait quand même un certain nombre de critiques sur le fait que les patients n'étaient pas du tout informés théoriquement, mais enfin, a priori, enfin, tous les cas chez nous en orthopédie sont tous informés, a priori, mais n'étaient pas informés du dispositif qu'on avait mis en place. Et puis, il y a la formation du personnel soignant aussi, les infirmières dans les services, les infirmières au bloc opératoire, etc. Alors, sur la déclaration de matériaux-vigilance, vous en avez parlé, c'est une obligation, il y a un circuit, il y a des matériaux vigilants dans l'établissement, mais c'est vrai qu'il n'y a pas obligatoirement le retour, ce qui serait bien, au niveau des organismes agréés.
l'information sur la matériovigilance, elle peut rester stagnante pendant un certain temps. Alors, il y a un problème aussi, c'est que vous, à la NSM, vous avez travaillé avec les fabricants sur des problèmes de matériovigilance et que le retour du travail que vous avez fait avec les fabricants n'est pas obligatoirement arrivé au niveau des chirurgiens. Donc c'est une petite critique que je vous fais et je pense qu'il faudrait revoir un petit peu ce problème du circuit et des déclarations de matériovigilance et du travail que vous faites avec les fabricants pour qu'on ait un retour de cela. Bon, donc voilà, c'est le problème de la NSM. Alors après l'implantation, c'est le problème du suivi des malades, du suivi à moyen et à long terme. Alors, les convocations, on reconvoquait, en orthopédie on a l'habitude de reconvoquer des malades, mais c'est pas toujours bien vu parce que l'assurance maladie ça plaisait pas beaucoup qu'on reconvoque, parce que ça faisait des actes, et puis le Conseil de l'ordre aussi était assez opposé aux reconvocations de malades. Donc je crois qu'aujourd'hui le problème c'est de suivre les recommandations des sociétés savantes, c'est elles qui doivent décider. Maintenant il y a des CNP, il y a des règles pour les CNP, et il est évident qu'il faut suivre régulièrement les malades qui sont porteurs d'implants. Ce suivi, c'est la problématique des registres. Hein. Bon, il y a différents types de registres, les registres par pathologie comme le registre du cancer, le registre des implants. Puis le problème des publications scientifiques. Moi, je suis éditeur-chef de revues en anglais d'orthopédie, je sais un peu comment marche le système, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on n'a pas d'informations, je suis désolé, il y a quand même beaucoup de travaux scientifiques avec des suivis 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Moi, j'ai organisé pendant de très nombreuses années le suivi des... Le premier congrès que j'ai organisé à Lyon sur les prothèses totales de hanche, en 1995, c'était un suivi à 20 ans de recul des prothèses de Charney. Et à 20 ans de recul, moi j'étais épaté parce qu'on avait fait venir des chirurgiens de différents pays du monde, des Américains, des Anglais, bien évidemment, les gens de chez Charney, etc. Et on avait les mêmes résultats avec tout le monde. Donc, on était relativement confortés dans le fait que cette prothèse était quand même une prothèse fiable, et ça a été confirmé par les travaux de la Mayo Clinique, puisqu'à 40 ans de recul, aujourd'hui, il y a eu un travail de la Mayo qui a été fait à partir de 2000 malades qui ont été suivis régulièrement. Il y a encore des malades qui sont vivants, qui sont porteurs de la prothèse, et on a exactement la statistique concernant la survie de ces implants. Alors, je serai assez bref là-dessus parce que j'ai fait un topo. Je suis un peu irrité par le fait que les chirurgiens orthopédistes font un peu de résistance pour certains concernant le problème des registres, parce que savoir qui paye, comment ça va être financé, etc. Je ne sais pas si c'est encore... il faut peut-être avoir un débat là-dessus. Bon, en tous les cas, j'ai essayé de voir sur le plan scientifique qu'est-ce qui se passait. C'est-à-dire que je suis allé chercher sur PubMed tous les articles concernant... je me suis limité à la hanche, prothèse de hanche et prothèse du genou, et j'ai trouvé sur un peu plus de 20 ans 155 références scientifiques là-dessus. Vous voyez d'ailleurs qu'en 2018, le nombre de publications concernant les registres diminuait. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe dans les différents pays. Parce que moi, ma question, c'est est-ce qu'on peut être encore crédible sur le plan scientifique sans registre aujourd'hui? Voilà, c'est la question que je pose en tant que quelqu'un qui essaye de travailler sur le plan scientifique là-dessus. Alors si on regarde sur les 155 articles, j'avais regardé que les articles en anglais qui comprenaient le mot registre dans le titre. Vous voyez qu'il y en a quand même 60 en Europe, il y en avait 19 en Amérique du Nord, puis après, le reste est épisodique, en Inde, l'Afrique, le Japon, l'Asie du Sud-Est, bon, il n'y a pas grand-chose. Mais si on regarde la France, c'est à pleurer, quoi. 2 articles, ça fait 2,2% du total de ces articles, 3,3% de l'Europe. Alors, on est 65 millions d'habitants. Il y a 600-700 millions dans la communauté européenne, mais enfin, il y a 2 articles. Il y a un article de Christian Delaunay qui est responsable du registre de la hanche pour la sauvecote, et puis un article qui vient de chez nous, d'André Ferreira, puisqu'on a mis en place pour la double mobilité un registre privé qui aujourd'hui a plus de 5000 pupilles à double mobilité et qu'on suit depuis plusieurs années. Et voilà. Donc on a mis en place un registre avec la CNIL, etc. Donc 2 papiers publiés. Alors c'est vrai que la NSM n'est pas sans activité. Étant donné qu'il n'y a pas de registre, la NSM, qu'est-ce qu'a fait la NSM? Elle a regardé les données du SNIRAP et elle a fait 2 travaux que j'ai lus attentivement sur le plan scientifique, un sur les prothèses de genoux, un sur les prothèses de hanche. D'ailleurs, Jacques Belghiti était du jury de cette thèse de science sur les prothèses de hanche.
Bon, et puis vous avez comparé les données du SNIRAB aux registres internationaux, en essayant de voir s'il y avait une cohérence à ça. Il est évident que sur le plan épidémiologique, l'âge des malades, les indications, l'arthrose, etc., tout à fait cohérent. Mais sur le suivi des implants, on ne peut pas avoir de bons résultats, c'est impossible. De toute façon, vous ne pouvez avoir que ce qu'on veut bien vous donner. Si vous n'avez pas les éléments pour faire l'analyse, on ne peut pas donner des résultats là-dessus. Donc méfiez-vous un peu quand même des publications que vous faites aujourd'hui, parce qu'elles sont quand même relativement incomplètes. Elles sont bien sur le plan épidémiologique, mais elles sont incomplètes sur le problème de la survie des implants aujourd'hui. Enfin, moi, c'est la critique que je fais. Alors, il y a 38 registres nationaux hanches et genoux. Il y a un consortium international maintenant d'orthopédie depuis 2011, vous voyez, qui regroupe le registre américain, c'est David Levalen qui est à la Mayo Clinic, le registre européen avec Gérald Dabec, ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, puis il y avait l'ISAR. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les registres, c'est à boire et à manger, quoi, parce qu'il y a des registres nationaux, il y a des registres privés, il y a des registres locaux. Par exemple, en Italie, il y a le registre de Lombard des prothèses de hanche. Voilà, donc, bon, en Angleterre, c'est pareil, il n'y a pas un registre national, vraiment. Il y a le registre écossais, le registre... enfin, j'ai plus en tête tous les registres, mais enfin, bon. Et en France, malheureusement, on a seulement la hanche avec une implémentation qui est à peine de 10% des implants. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas on a des éléments importants. Mais il est évident que ceux qui rentrent les prothèses aujourd'hui, ce sont les plus motivés pour les prothèses de hanche. Donc, théoriquement, c'est les meilleurs chirurgiens qui posent le mieux ces prothèses, théoriquement. Hein, c'était la question de Xavier Martin aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'un implant, ça ne dépend pas que de l'implant lui-même, ça dépend de la façon dont on le pose. Bon, s'il est posé de travers, ça ne va pas aller. Alors, il y a eu le problème des implants de faille, et puis cette absence de registre nous a été reprochée assez fermement, et bon, on va essayer d'améliorer les choses. Alors, la France, moi je reste sur l'orthopédie, toujours c'est un grand pays pour la chirurgie orthopédique et pour le centre d'âge fini. Pour le centenaire de la Sofcote, on a sorti un livre avec les 21 innovations recensées sur les 50 dernières années. Et la plupart de ces innovations, aujourd'hui, sont adoptées sur le plan international. Les Américains ont adopté la cupulate de mobilité, la prothèse inversée d'épaule, le Cottrell du Bousset, bien évidemment, la visée pédiculaire, etc. Bon. Est-ce que aujourd'hui, on va... Est-ce que si on refait le bilan dans 50 ans, est-ce qu'on aura le même bilan en ce qui concerne les innovations? Je ne suis pas certain, parce que je crois que ça va être extrêmement compliqué aujourd'hui d'être innovant. Et la question que je pose, donc, peut-on continuer à être crédible sans registre? Alors, on a vu le problème de la chirurgie orthopédique, et notamment maintenant avec la FSM, il y a une possibilité d'avoir des registres mis à disposition, et il y a un travail qui est en train de se mettre en place sur le registre du genou avec la FSM et la Sofcote. La CNIL aussi a un peu modifié sa façon de voir les choses, ce qui facilite quand même un certain nombre d'évaluations, notamment des registres privés. Donc en conclusion, je dirais que bon, c'est un processus complexe. Il y a une multiplicité des acteurs qui rend très compliqué ce problème. Il y a le problème des liens d'intérêt. Moi-même, j'ai des liens d'intérêt. J'ai été consultant pour l'industrie, j'ai perçu des royalties pour des dépôts de brevets. Je suis éditeur-chef de revues scientifiques, c'est aussi un lien d'intérêt, c'est aussi des conflits d'intérêt, on en a tous. Mais il ne faut pas non plus qu'on confonde liens d'intérêt et conflits d'intérêt, et ça ne doit pas nous empêcher de faire des évaluations. Donc la question que je pose, c'est l'innovation, est-ce qu'elle est toujours possible? Il y a le problème des royalties, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'établissements, notamment de CHU, essayent de récupérer les royalties des chirurgiens qui ont déposé des brevets en disant « vous travaillez pour le CHU, donc les royalties doivent revenir au CHU ». Il y a des procès qui ont été faits, plus ou moins gagnés, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais enfin ça pose un certain nombre de problèmes. Et puis il y a le cheminement des points IGAS, des points SIGAPS, je veux dire, avec les MIGAC. Franchement, entre nous, ça dit, les chirurgiens ne sont pas récompensés des travaux scientifiques, parce que l'argent des points SIGAPS, au lieu, je ne sais pas si ça va être mis sur Internet, mais enfin, au lieu de retourner dans les services où ça devrait retourner pour continuer à faire de la recherche, etc., ça peut servir à améliorer l'ordinaire de, je ne dirais pas de qui, notamment de certains organismes. Voilà, j'arrêterai là-dessus, et je vous remercie de m'avoir écouté.
Des questions? Qui souhaitent intervenir, poser des questions? Oui, pardon. Moi, je voudrais poser une question qui est à la marge de ça. Dans les complications... Attendez, posez votre question dans le micro, puisque ça va être enregistré. Michel-Henri Delcroix. Je voudrais poser une question qui est à la marge et qui concerne l'oubli de drain après intervention. Et on découvre le drain de Redon des années après. Est-ce qu'il y a des publications là-dessus et qu'est-ce que ça peut entraîner? Oui, d'abord, il y a des publications, c'est évident. De toute façon, on met de moins en moins de drains. Avec l'hospitalisation raccourcie, les malades, ils rentrent le matin pour une prothèse de hanche et le soir, ils prennent l'apéro sur leur terrasse. Donc, il est évident qu'ils partent sans drain. Donc, il y a eu des drains. Il y a des drains qui sont cassés, d'ailleurs. Il n'y a pas que des drains oubliés, des drains qui sont cassés. Bah, ça dépend où se trouve le drain. S'il est interposé entre la tête de la prothèse et la cupule, il est évident que ça va poser problème. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de problème particulier. Alors, il y a il y a eu quelques publications en tirant sur le drain qui était interposé entre les deux éléments prothétiques, ça a entraîné une luxation de la prothèse. Mais enfin, c'est un peu des histoires de case report un peu anecdotiques. Voilà. D'autres questions? Oui, Jacques. Et puis Xavier. Non. Jacques, je comprends ce que tu dis, mais il n'y a rien de plus vexant pour une autorité comme la Haute Autorité de Santé qui, à un moment donné, va examiner et définir le remboursement d'une prothèse, d'être obligé d'aller sur le registre gallois, le registre néo-zélandais ou le registre de la Lombardie pour avoir des informations. Donc, voilà. Ça, c'est quand même un climat qui fait que de temps en temps, le deuxième élément, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'étude qui a été faite par la NSM, elle est incomplète et tout. La vraie question qui se posait, ne serait-ce qu'on n'a pas le côté, alors donc c'est vrai. Et la question qui s'est posée, c'est la collection de plusieurs centaines de milliers de prothèses qui sont vues dans différents hôpitaux, qui sont vues dans différents... Y a-t-il à partir de là... D'abord, on a une institution qui s'est mise à publier. Et c'est en ce sens que, parce que je suis complètement d'accord avec toi, il faut publier, il faut transmettre les informations. Donc là, on a une institution qui, pour la première fois, s'est bien publiée, ce qu'on n'a pas encore fait la HAS, hein, sur des trucs internationaux, alors que la FDA publie régulièrement dans le JAMA, il publie régulièrement dans les trucs. Ceux qui n'y sont pas passés sur le fil. Moi, je n'ai pas vu d'éléments, je suis d'accord avec toi, mais d'éléments faux. Il n'y a rien de faux. Ah non, il n'y a rien de faux. J'ai pas dit que c'était faux. Hein. Non, mais c'est ça. Non, c'est pas. Oui, non. Ah non, mais moi, je rends hommage à la NSM. En plus, ce qu'ils ont fait sur les sûrs, c'est absolument fabuleux. Oui. C'est sur la comparaison par rapport à la ligature des trompes, c'est quelque chose. On ne doit plus dire maintenant que la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Mais enfin, bon, ça se dit pas bien, mais il n'y a pas beaucoup de femmes ici, donc on peut peut-être avoir ce genre d'argument. Mais la NSM, elle ne peut pas publier des choses pour lesquelles elle n'a pas les données. Oui, c'est impossible. Voilà. Mais donc, les données qu'elle avait, elle les a exploitées et elle a pris un état d'esprit. Non, mais ce qu'elle a fait, c'est juste. Non, mais ce sont des données épidémiaux. Voilà. Donc, on sait combien d'arthrose, combien de nécrose. Voilà. Et comparé au registre. Ceci dit, maintenant, sur les registres. D'abord, le registre français, sur la hanche, les résultats sont tout à fait exploitables. Hein. Il y a de bons registres. Et il vaut largement le registre lombard, parce que c'est toujours pareil. Faire un registre au Danemark où il y a 5 millions d'habitants, c'est comme la région Rhône-Alpes, moi je veux bien, c'est vachement facile. Mais faire un registre quand il y a 100 000 prothèses du genou et près de 200 000 prothèses de hanche, c'est quand même un petit peu plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on ait un registre. Ceci dit, les registres, c'est aussi à double tranchant. Parce que, par exemple, celui qui a mis en place le registre suédois des prothèses de hanche, qui est à Boston, il disait toujours les plus mauvais résultats des registres, c'est les miens. Mais pourquoi? Parce que il récoltait les cas les plus difficiles et les plus compliqués. Et donc les registres dans les pays comme scandinaves, ça casse beaucoup l'innovation, parce qu'il n'y a plus d'innovation, parce qu'on dit la bonne prothèse, c'est la prothèse de Charney, vous avez qu'à mettre des prothèses de Charney, puisqu'à 40 ans de recul, on a encore de très bons résultats. Pourquoi est-ce qu'on va faire d'autres prothèses? Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'innovation, on ne parle plus de céramique, le polyéthylène hautement réticulé, bon, qui est en évaluation, il y a moins d'usure, on ne sait pas s'il est plus cassant, etc.
Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de travaux à faire. Et bon, moi je crois qu'il faut quand même regarder ce problème de l'innovation, ce problème des registres, en sachant que, comme l'a dit Xavier Martin, le problème des registres aussi, ça dépend comment est posée la prothèse dans l'établissement. Ça sert à sélectionner des établissements et à dire aux patients, vous allez à tel endroit. En Angleterre, c'est comme ça maintenant. Hein. C'est-à-dire que les chirurgiens anglais commencent à se plaindre parce qu'il y a des établissements qui n'ont plus de malades par rapport aux données des registres anglais sur la hanche et sur le genou. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien, mais est-ce que... aujourd'hui, on est confronté au problème des fermetures des petites maternités. Est-ce qu'il faudra fermer tous les hôpitaux qui ont des résultats de registres sur les hanches et les genoux qui sont un petit peu moins bons que le registre national? Ça va poser quand même un certain nombre de problèmes en ce qui concerne la désertification médicale. Merci beaucoup. Le temps presse, on va passer à la communication suivante.